Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Alors le pire dans le cancer, c'est l'attente. C'est pas quand on vous dit vous avez un cancer, c'est un soulagement quand on vous dit vous avez un cancer. Les 2 semaines où c'est en culture et vous dites, certains m'ont dit j'en ai pas un, peut-être que c'est pas, peut-être qu'ils sont, c'est inhumain. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. J'aime cette personne. Voilà. Je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa grand-mère. Je vais vous dire un truc. J'aurais adoré qu'elle épouse mon fils. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Delphine Appiou va bientôt me rejoindre et c'est déjà en soi un miracle. Cette battante, rédactrice en chef d'un magazine de mode, a livré le combat de sa vie contre le cancer. Ses armes, l'amour des siens, un suivi médical implacable et l'humour. Survivante peut-être, mais surtout bien vivante, son témoignage donne tout son sens au mot de Boris Vian, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. C'est que on parle d'un sujet qui d'habitude fait pleurer et vous avez décidé de faire rire avec. J'ai beaucoup ri pendant cette maladie, donc je me suis dit que si je pouvais faire rire d'autres gens, ça serait pas mal. Et je suis d'une nature plutôt rieuse, donc je n'allais pas m'arrêter de rire pendant mon cancer. Voilà, si je peux résumer comme ça. J'allais pas m'arrêter de rire pendant mon cancer. Pourquoi c'est important pour vous d'en parler? C'est de transmettre? S'il y a quelques personnes, quelques femmes ou hommes même, qui, en lisant ce livre, sont un peu soulagées, rigolent, et ben je me dis que c'est super. Voilà, ça fait déjà quelques personnes qui seront soulagées et qui rigoleront. Bon, c'est ça, c'est super. Donc, qu'est-ce que je vous offre à boire? Café, thé? Je veux bien un petit café. Jus de pomme, un petit café. Alors, vous venez de me dire... Merci. J'ai beaucoup ri pendant mon cancer. Il y a beaucoup de larmes aussi. Il y a fatalement beaucoup de larmes. Là, avoir un cancer, même si c'est, j'allais dire, d'une banalité aujourd'hui, oui, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer ou a eu un cancer. On sait que c'est une maladie mortelle. Donc, par définition, on peut mourir. Donc, par définition, on a très peur. Donc, on a très peur de mourir. J'ai découvert que ça n'empêchait pas de rire. C'est même important de rire. Ça, je crois que le rire est une force. Vous avez pleuré beaucoup et ri beaucoup. Mais c'est exactement ça. Moi qui suis plutôt quelqu'un d'assez constant, vous passez par des hauts et des bas, ça fait je vais mourir, non je vais pas mourir, ça remonte, ça redescend. Et donc oui, c'est du rire exacerbé, et oui, ce sont des pleurs exacerbés. Bon, évidemment, vous direz tout à l'heure ce que ça révèle d'une personnalité de traverser une expérience comme celle-là. Vous me le direz tout à l'heure, vous me direz aussi pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre, parce que vous êtes dans l'authenticité, parce que j'ai même moi du mal à le dire. D'abord parce que j'ai du mal avec les mots. Donc un premier cancer du sein, une ablation de l'utérus, une ablation parce qu'il y a à nouveau un autre cancer du sein. Donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et vous décidez d'écrire un livre avec un titre et une couverture sympathique où il y a marqué « Avant j'avais 2 seins ». Ça Voilà. donne le ton. Et donc c'est évidemment pour aider, pour dire il y a aussi du rire. Et puis pour vous, de l'écrire, ça a eu quelle fonction? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, peut-être vous choquer. Ce cancer a été une chance. Une chance dans la mesure où il a déclenché... Alors, quand vous avez un cancer, il y a une espèce d'urgence de vie parce que c'est une maladie mortelle. Je me suis, grâce à ce cancer, voilà, c'est comme ça. Ça vous est sorti spontanément. Grâce à ce cancer, longtemps, moi je vivais, et je vais faire ça, et je vais écrire un livre, ou si j'écris pas un truc, si je suis pas Flaubert, c'est pas la peine d'écrire. Bah non, je suis pas Flaubert, donc je suis pas Flaubert, je suis pas Flaubert. Hein. J'aurais adoré, mais non, donc on fait une croix dessus. Et ce cancer m'a beaucoup plus inscrite dans le présent. On voit si ça marche, on voit si ça marche pas, c'est pas grave, et après on passe à autre chose. Voilà, ça a été un déclic, ça m'a déclenché. Donc je peux dire... Bon, je me serais passé des angoisses de mort, de toute la chirurgie, tout ça, mais
you, la vie est belle, quoi. On fait plein de trucs, voilà. Bon, Delphine, je suis content de vous voir pour de vrai. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois qu'on se rencontre. Et en préparant cet entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre existence. Et donc, je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Waouh. Je vous laisse parcourir tout ça, hein, vous promener dans la maison et on se retrouve dans le petit salon. Super. À tout de suite. From your ocean you've been sailing, upon your boat you've braved the beast. Neither here nor there you crumbled, or only things are meant the least. You stood in spite of spitting. Elle est belle, ma mère. Oh, je vais pleurer. Now here you are, now Vida digging right into sand, right into dirt. I will follow if you want me. If you want me, I will follow blind. I will follow if you want me. If you want me, I will follow blind. I will follow if you want me. If you want me, I will follow blind. Une vie. Moi, je pensais pas que ça me ferait ça. Oui, une belle vie. Une vie chanceuse. Qu'est-ce qui est émouvant? De me rappeler tous ces moments, de mesurer le temps qui passe. C'est émouvant, le temps qui passe. De voir des photos de mon père, qui est parti le mois dernier. Donc je pense que c'est ça qui m'émeut beaucoup aussi. Qui aurait été tellement fier de me voir là, de m'entendre parler. Il a toujours été très fier de moi. Je pense que c'est ça qui m'émeut beaucoup. Et de me dire que tout ça c'est bien. Voilà, tout ça c'est super. Alors cette petite fille sur la photo, Ouais. c'est vous enfant. Si par magie, vous aviez eu la possibilité, vous adulte, d'aller lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? N'arrête jamais de rire. Par moments, tu vas croire que le rire peut s'arrêter. Le rire ne s'arrête jamais. Et le rire est une telle richesse, une telle chance dans la vie. Un respect aussi, c'est une forme de respect des autres, je trouve, de rire. C'est une forme de respect. C'est l'anti-victimisation. C'est en ça que je trouve le rire formidable. Et c'est une façon de tellement traverser la vie joliment. Voilà. Donc n'arrête jamais de rire et ne crois pas que tu vas t'arrêter de rire. Ça revient. Pour comprendre un peu qui vous êtes aujourd'hui, juste un petit mot sur la petite fille qui grandit dans quel type de famille? Une famille très unie, une famille très aimante. Mes parents ont toujours été fiers de leurs 3 filles. Et il n'y a pas une journée où mon père ne m'a pas dit « je t'aime » depuis ma naissance. Quand je vous dis ça, c'est vrai, il n'y a pas une journée où mon père ne m'a pas dit « tu es une fille extraordinaire ». Vos parents font quoi à ce moment-là? Mon père est ingénieur, puis ma mère est biologiste. Dans quel domaine? Alors, c'est drôle, dans la recherche sur le cancer. Voilà, ma maman travaillait à l'Institut Curie. T'es chercheur à l'Institut Curie. Ironie du sort, un cancer du sein frappe la mère de Delphine à 46 ans, tandis que son père devra se battre à son tour, peu de temps après, contre un cancer du côlon, puis un cancer de l'œil. Par 2 fois, la maladie est entrée dans la vie de cette famille, heureuse et unie. Et si les parents de Delphine guérissent, une menace inquiétante plane désormais sur leur avenir. Quand vous avez 20 ans et que vous apprenez que votre maman a un cancer, vous vous rappelez de ce que vous vous dites, ce que vous ressentez? Oh, une angoisse
La peur de la perdre, ouais. Et est-ce que la question de l'hérédité se pose? Non. C'est marrant, je savais, mais je peux pas dire que j'y pensais. J'avais vu, je crois que j'avais 30 ou 35 ans, je vois un médecin, et il me dit, il y a des cancers dans votre famille. Et je lui dis, bah oui, cancer du sein, cancer du côlon. Et il me regarde, il me fait, ah, les deux les plus héréditaires. Et je me sortais là, je me dis, quel con, lui. Je sortais de là en me disant, mais ça va pas de me faire des phrases comme ça. Et je me suis pas dit, ah bah je vais forcément les avoir. Je me suis dit, quel con. Bon, sauf qu'après, j'en ai eu un, donc c'était pas vraiment quel con puisqu'il avait raison. Mais j'y pensais pas vraiment, j'étais pas obsédée à me dire, ah là là, je vais sûrement avoir un cancer, pas du tout, non. Et on vous demande pas de vous faire suivre? Si, enfin, j'ai commencé les mammographies à 34 ans. Et quand vous allez à ces mammographies, donc ces contrôles, vous y pensez? Bah oui, forcément, c'est un moment de flip extrême, atroce. Vous dites, oh, ça y est, ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus. Donc bah, pendant 6 fois ou 7 fois, ça m'est pas tombé dessus. Et puis voilà, 39 ans ou 40 ans, ça m'est tombé dessus. Delphine est sonnée. C'est comme une fausse note dans sa vie si trépidante. La jeune femme enjouée mord la vie à pleines dents. Elle est alors chroniqueuse dans l'émission de radio de Stéphane Bern, Le Fou du Roi. Delphine n'accepte pas les résultats de cette mammographie qui paraît la condamner. Est-ce que vous vous rappelez d'abord de votre réaction? Ah bah c'est la fin du monde. Non, alors je fais une mammo, après la radio, normalement vous passez à l'échographie. Sauf que la manie première, c'est pas le circuit normal du tout. Elle me dit, on va refaire des images. Et là, je me dis, je la regarde, je me dis, pourquoi? Dans l'espoir que c'était flou, que genre comme une photo, elle s'est trompée. Non, elle m'a dit, la radiologue a vu quelque chose de pas net, elle voudrait refaire des clichés. Et là, je me sens les jambes, mais comme si je ne tenais plus debout. J'ai les jambes coupées d'un coup et je me dis, ah putain, ça y est, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc on refait, donc là j'étais mais comme ça, en larmes, je pleurais, et il faut pas trop bouger, il faut pas trop respirer, donc je me compte. Et là j'ai une image, tout de suite ce qui me vient c'est, comment je vais le dire à ma mère? Comment, c'était pas possible d'aller faire avant moi, d'aller faire cette peine à mes parents, mais c'était juste l'horreur. Donc on refait des clichés, voilà. Je passe à l'échographie, et là, bon, ça y est, c'était parti pour... elle me dit, ah non, c'est pas terrible. Elle va chercher sa collègue. L'espoir que sa collègue lui dise, dis donc, t'es complètement bourré, il y a rien du tout va bien, pas du tout. La collègue lui dit pas, t'es complètement bourré. La collègue lui dit, oui, effectivement. C'est à quel moment que vous vous dites, ok, que vous comprenez, après tous ces examens et tous ces suspens, que vous comprenez que, ok. J'en ai tout de suite. Et quand elle m'a dit, on va refaire cette phrase-là, on va refaire des clichés. La radiologue voudrait d'autres images. Je lui dis, ok, c'est plié, c'est fait. Je vais mourir. Je dis, bah, c'est fini, voilà, c'est court, j'avais encore 2-3 trucs à faire, mais non, c'est plié, c'est fini. Oui, vous pensez qu'à la mort, la mort, que ça. Vous vous rappelez de quoi? Parce que biopsie, ensuite... Alors là, elle sort une aiguille comme ça, elle va montrer ça là-dedans, elle prend un bout elle fait une ponction de la tumeur, de la cellule qu'elle voit. Là, il faut mettre en culture pendant 10 jours. Alors le pire dans le cancer, c'est l'attente. C'est pas quand on vous dit vous avez un cancer, c'est un soulagement quand on vous dit vous avez un cancer. Les 2 semaines où c'est en culture et vous dites, certains m'ont dit j'en ai un, j'en ai pas un, peut-être que c'est pas, peut-être qu'ils sont trop. C'est inhumain. C'est le pire. Il se passe quoi dans la tête pendant cette attente? Mais vous n'êtes que cette attente. La vie s'arrête. Il y avait un IRM qui a confirmé que ça répondait. C'est-à-dire qu'on vous rentre un produit qui, voilà, il y a jaune, bleu, je sais plus ce que c'est. Bon, moi, j'avais pas la bonne couleur, la couleur cancer. Donc, c'était pas bon. Donc, déjà, on vous dit pas que vous avez un cancer, on vous dit, il faut continuer, c'est suspect. On vous dit suspect. En général, on dit cellules suspectes. Voilà, c'est pas bon, hein, suspect. Hein. Les médecins, ils sont pas cons, ils se parlent en code, ils se mettent, pour dire tumeur, ils font un T majuscule. Comme je suis pas complètement neuneux, tumeur, ça commence par T, par te, donc je comprends que c'est pas... Et après, cancer, ils mettent la lettre K. Ils écrivent pas cancer. Et entre eux, donc moi, je décode tout. Et donc j'appelle la gynéco un soir et je tombe sur l'assistante et je pleure. Je dis, il y a un T majuscule, il y a un K. Elle comprenait rien du tout à ce que je lui disais. Il y a écrit C4. J'ai l'impression que je faisais un loto ou une bataille navale et qu'elle ne devait rien comprendre. Donc elle comprend qu'elle doit dire à la gynéco de me rappeler. La gynéco me rappelle. Et je lui dis, il y a tout ça. Je lui dis, c'est pas bon, hein, je suis pas médecin, mais c'est pas bon. Et elle me dit, non, c'est pas bon. Ah ben voilà. Et donc je pleure. Mais on vous dit pas cancer. Moi, j'ai eu des médecins qui allaient, comme la plongée, ils m'ont fait des paliers, et dont un des derniers paliers, j'étais au ski, donc entre-temps, j'ai des vacances prévues au ski pendant la culture de la napate. Et là, le chirurgien du sein que j'avais vu, que j'avais trouvé, m'appelle, je suis sur une piste de ski, je sens mon portable qui vibre,
Et donc chasse-neige, le gant là, qui vole. Et là, il me dit, oui, confirmation que les cellules suspectes sont suspectes. Je me dis, bon, ok. Et je me dis, dans ma tête, je me dis, il n'arrive pas à dire le mot. Et en fait, tant qu'ils sont pas sûrs, ils disent pas le mot cancer. Bon, il me dit, il faut que je vous opère vite. Donc je prends une date. Mardi, j'ai rien à faire. Tiens, je vais me faire enlever la moitié du sein. Ça fait un truc à faire, c'est cool. Et là, même avant le bloc, il arrive avec sa petite Charlotte et il me met la main sur l'épaule et il me dit, bon, soit c'est précancéreux, soit c'est cancéreux. L'air de dire, je t'ambiance ma cocotte, t'as compris, avant de t'endormir, parce qu'au réveil, ça va pas être la même, donc avant de t'endormir, pour que tu situes un peu, cancer ou précancer. Et c'est marrant parce que je le regarde, je fais, ok doc, 5 sur 5. Il a souri, il voulait voir aussi, est-ce qu'elle comprend, et au réveil, je me souviens très bien du réveil. Et donc j'étais comme ça, je me souviens d'une énorme horloge, il était 22h30, et je vois 2 tronches au-dessus de moi, complètement dans le pâté, avec l'anesthésiste et le chirurgien, avec leurs trucs comme ça. C'est un cancer. Et ils partent, ils ont leur vie. Hein. Et je me mets à pleurer. Ça y est, je l'avais entendu. Et la réponse est un soulagement, même si c'est un cancer. Enfin, voilà, c'est un soulagement. Ça y est, c'est fini, je sais, c'est bon. C'était lancé, il avait affirmé, il avait dit le mot. Si Delphine affronte seule l'annonce de son diagnostic, il faut maintenant en parler à ceux qui l'aiment. Mais comment imposer aux autres cette menace mortelle ? Et vous en aviez parlé à qui jusqu'à ce moment-là? Alors, j'en ai parlé à personne. Alors, peut-être que c'était une façon de conjurer le sort, mais si j'en parle pas, peut-être que ça va passer en loose day. On va me dire peut-être qu'en fait, c'est rien, ils sont bourrés, c'est une petite cellule de rien du tout. Il y a peut-être de ça. Et j'ai attendu d'être sûre pour en parler à mes parents, mais mes parents, c'était... Je voulais pas leur faire de peine, c'était terrible, ça. Vous leur annoncez quand et comment? Je passe chez eux, ce qui ne m'arrive jamais, hein, un jeudi matin. Et je me souviens, ma mère était debout, ma mère avait du linge et mon père était assis sur un fauteuil. Et je dis, j'ai quelque chose à vous dire. On va me soigner. Je commence par cette phrase. Je dis, on va me soigner, mais j'ai dit j'ai quelque chose. J'ai pas dit j'ai un cancer, j'ai dit j'ai quelque chose au sein. Ils sont devenus blancs, verts, jaunes. Mon père regardait ma mère comme ça et ma mère a lâché son linge et j'ai vu mes parents s'effondrer. Et ma mère répétait en boucle « Non, mais si ça se trouve, c'est rien. Non, mais si ça se trouve, c'est rien. Non, mais si ça se trouve, c'est rien. » Et mon père s'accrochait à « Si ça se trouve, c'est rien. » Oui, non, mais on sait déjà que c'est un peu. Non, mais peut-être peut-être qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire que vous voulez pas leur faire de peine, ouais. Et eux essaient de vous rassurer. Et eux essayent déjà de faire bonne figure, de pas s'effondrer par cette nouvelle. C'est pas dans le sens des choses, hein, d'avoir un enfant malade. C'est pas normalement, c'est dans l'autre sens. Enfin, voilà. Comment ça se passe avec les amis? Parce que c'est très compliqué quand on est proche de quelqu'un qui est frappé par ça. On ne sait pas comment se comporter. Ils ont été là comme ils pouvaient. Il y a des maladresses, mais ils ont été là, ils ont été extraordinaires, ils m'ont fait rire. Genre, je sais pas, je vais peut-être choquer, mais mon meilleur ami m'a dit... il me dit, c'est cool, il me dit, t'as un sein en moins, un sein refait, mais il me dit, mais t'as un truc à faire. Le pole dance, ça n'existe pas en handisport. Il faut que tu lances une compète de pole dance en handisport. C'est con, mais ça m'a fait super marrer. Voilà, et c'était sa façon à lui, parce que je sais qu'il pleurait, lui, je sais qu'il était triste. C'est quelqu'un dont je suis très très proche. De dire, allez, voilà, on continue à se marrer. On a toujours fonctionné comme ça, donc on continue. Et ça m'a fait rire. Voilà peut-être la clé de son moral, le rire, l'humour qui la tiendra toujours du côté de la vie, malgré son lourd traitement médical. Alors il y a une opération, et ensuite est-ce qu'il y a un traitement? Il y a la radiothérapie. La radiothérapie, donc on vous fait des rayons, et ça c'est hyper impressionnant. Ça s'appelle de la médecine nucléaire, donc je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est une séance, tout le monde a la même dose de radiothérapie, hein. C'est une séance par jour pendant un mois, je crois que c'est 32 séances. Donc vous êtes dans une pièce... C'est ce que je décris là dans mon livre, j'ai l'impression que c'est un film de James Bond. On rentre dans une grande pièce et il y a une porte, mais elle fait 2 mètres d'épaisseur et elle se ferme derrière vous. Mais comme dans les James Bond. Vous êtes seul dans la pièce. Ah bah oui, vous êtes seul dans la pièce. Et après, c'est parce qu'on vous envoie tellement de rayons qu'il ne faut pas que les autres soient là. Et vous vous mettez sur une table. Et j'ai un souvenir de froid, parce que vous êtes forcément à moitié à poil, puisqu'il faut pas qu'il y ait de vêtements. Une table métallique. Et donc, il y a un positionnement à prendre toujours le même.
pour que les rayons puissent taper exactement au bon endroit. Et vous respirez à peine. Et là, vous entendez, vous respirez trop fort. Et il me dit, j'ai pas, ne parlez pas. Donc, vous n'avez pas le droit de parler parce que. Et il explique après, si vous bougez, on tape dans le cœur. Ah ben non, je ne veux pas que vous tapiez dans le cœur, tapez pas dans le cœur. Donc, ne bougez pas et vous êtes terrorisé. Il dit, ça va taper dans le cœur, ça va taper dans le cœur, ça va taper. Moi, j'étais terrorisée par ça. Ça fait. Sur le moment, ça fait rien. Vous entendez une espèce d'un bruit bizarre. Ça dure pas longtemps et c'est après c'est des effets de brûlure. Ils sont sympathiques. Seule face à l'indicible douleur, Delphine subit ce traitement de choc chaque jour pendant 1 mois. Elle s'accroche à l'espoir d'en finir définitivement avec le cancer. Mais la maladie est imprévisible, mauvaise, insidieuse. Et 1 an et demi plus tard, Delphine se retrouve à nouveau devant son médecin. Il y a un petit souci à l'utérus. Donc voilà, le chirurgien qui me suit m'annonce ce qui va se passer si on ne m'enlève pas l'utérus. Là, je le regarde, je lui dis Docteur Maboul. Je l'appelle Docteur Maboul, c'est des enfants. Vous allez m'enlever en pièces détachées comme ça pendant longtemps. Il rit et il me dit c'est l'injustice, c'est comme ça, c'est pas de bol. Et non, effectivement, c'est pas de bol, c'est l'injustice. Donc là, il faut m'enlever l'utérus. C'est pas. Le sein et l'utérus, vous allez peut-être rire, mais c'est des attributs relativement féminins. Donc là, dans ma tête, il y a plein de questions. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'arrêtais pas de leur dire, mais est-ce que techniquement, je suis encore une femme et donc, moi, j'ai eu du bol, des médecins vraiment extra qui m'ont beaucoup parlé. Mais oui, c'est plus dans la tête que dans les organes que ça se passe. Et ils avaient raison. Freed from desire, mind and senses purified. On fait le deuil de la maternité à ce moment-là? Alors, le deuil de la maternité, je l'ai fait 8 mois, donc 39 ans avant mon cancer. J'étais chez la gynéco, je lui dis, franchement, il me reste combien de temps, parce que je voulais un enfant, il me reste combien de temps pour avoir un enfant? Et elle me dit, c'est un petit peu maintenant tout de suite, faut se dépêcher. Elle me dit, plus ça avance, à partir de 39-40 ans, c'est très très dur de tomber enceinte. Bon, accessoirement, j'avais pas non plus la petite graine, parce que j'avais pas le papa. Et 6-7 mois après, donc, cancer, et c'est un homme, le chirurgien, qui me dit, évidemment, vous ne devez pas tomber enceinte. Subtile, la phrase. C'est pas vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est il me dit, vous ne devez pas tomber enceinte. Je me souviens que j'ai regardé le mur, et je l'ai regardé, et il m'a juste dit, ça va? Parce qu'il il est assez fin. Il dit, on va voir. Et je peux vous dire aujourd'hui que oui, ça va. J'avais ce qu'il y a eu d'extraordinaire quand je vous disais que le cancer est une chance. Oui, le cancer est une chance. Le cancer m'a apporté des réponses. Ça n'était pas les réponses que je voulais. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Mais ça a mis fin à un état d'urgence dans lequel j'étais, qui était insupportable. C'était insupportable. Cette urgence de devoir faire. Cette urgence de vouloir un enfant, de ne pas avoir de mec pour le faire, de me dire, putain, il me reste avant-hier pour tomber enceinte, c'est con, parce qu'on est demain et que c'était avant-hier, donc ça va pas être c'est compliqué. C'est un mec qui me le dit. J'ai envie de dire, après je dis, mais merci. C'était plié. On a tous des mauvais côtés ou des trucs un peu pas beaux. Je dis, c'est pas moi, c'est le cancer, c'est pas de ma faute si j'ai pas eu d'enfant. Alors que lentement le cauchemar se faisait oublier, fin 2012, lors d'un contrôle de routine chez sa radiothérapeute, Delphine doit faire face au retour du cancer. Il faut savoir un truc, quand on a un cancer, on regarde le médecin, mais il bouge une oreille, il bouge une narine, ça y est, il a vu un truc. Et elle fait ça, elle me dit, je reviens. Et elle va regarder ma mammo, et elle revient, et elle me dit, je sens un petit truc, elle me dit, je pense que c'est la cicatrice de l'opération. Elle me dit, faites une mammo pour vérifier. Elle me dit, mais il n'y a pas d'urgence. Moi, je lui dis, t'as raison qu'il n'y a pas d'urgence. Je sors, j'étais en bas de chez elle, portable, je prends rendez-vous avec la radiologue, et j'y vais 3 jours après. J'ai bien fait, puisque c'était une récidive. Et donc là, vous dites quand même, non, ça va aller les gars, là. On me l'a tamponné sur le carnet de santé, là, tous les 2 ans que j'allais avoir un truc un peu pas cool. Là, la mort se rapproche. Une sorte d'acharnement. Acharnement, mais là j'étais sûre que j'allais mourir. Donc là, j'avais, c'est bon, ce que c'est cette photo-là. À New York. Vous êtes à Central Park. Là, j'avais prévu, pour le boulot, je devais aller 3 jours à New York. Donc là, je vais à New York et j'avais une après-midi de libre.
Donc il neigeait, c'était en janvier, février. J'ai tourné, je vous jure. Mais si quelqu'un m'a vu, il a dit, ah, mais c'est qui cette tarée? Donc j'avais des boots en cuir, ils ont fini à la poubelle, donc dans Central Park, dans la neige, et j'ai tourné en rond pendant tout l'après-midi, à me dire, je vais mourir, complètement dingo. Je ne pouvais pas m'arrêter de marcher. Dès que je m'arrêtais de marcher, je m'effondrais. Donc j'ai fini avec les pieds en sang. Je ne pouvais pas m'arrêter. Donc vu de l'extérieur, ça devait être étrange, et vu de l'intérieur? Oh non, moi là c'était l'appareil, parce que là c'est la période dont je vous parlais, c'est la période horrible, on attend, donc ils ont vu suspect, là il y avait prélèvement, on attendait les résultats, donc je savais pas si c'était une récidive ou pas, là je vais mourir, si on m'enlevait un sein, les 2 seins. C'est une période, vue de l'intérieur, c'est inhumain, vous n'êtes que ça, c'est de l'angoisse, puissance 12 milliards, 24 heures sur 24, c'est immonde, immonde. Mais je rentre de New York, je vais chez l'oncologue chirurgien et je n'ai même pas le temps de m'asseoir, qui me dit c'est malin. Et j'ai envie de lui dire, tu parles pas d'une de mes blagues pourries là, quand tu me dis c'est malin, tu parles plutôt de la tumeur que j'ai. Médical. Voilà, c'est malin pour dire c'est une récidive, c'est un cancer. Et là je mets les 2 mains sur son bureau, je me cogne la tête sur le bureau, je fais oh non, j'en ai marre. Et lui, ça lui fait pas plaisir, hein, ça leur fait pas plaisir une récidive. Et je lève la tête et je lui dis, enlevez-moi le sein. Il m'a dit oui, on va. Et donc là, pareil, il me fait des dessins, il explique, il me prend beaucoup de temps. Et je lui dis, donc je vais avoir un sein en moins. Donc il m'explique, mais non, on va le reconstruire, on va faire ça, il m'explique beaucoup. Moi, je pense pas du tout au truc féminité. Là, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça du tout la question. Là, je pense au truc qu'on m'enlève cette tumeur, mais qu'on m'enlève ce nichon qui fait que des tumeurs, mais qu'on m'enlève ce nichon. Je ne veux plus voir ce nichon, je veux qu'on me l'enlève. C'est drôle, c'est que vous avez envie de me faire rire, et moi, je suis partagé en fait, parce que comme vous me le racontez, je pense à toutes les émotions, tous les sentiments que vous avez eus, et en même temps, je vois votre volonté de me faire rire, donc j'ai envie de rire. Mais c'est même pas la volonté, c'est comment. Alors c'est pas, vous riez pas. Si, mais même parfois vous riez, même. Parfois, le chirurgien me dit oh non, mais je le vois, il rit, puis comme vous, il doit se dire non, là, quand même, je peux pas me marrer, mais elle me fait marrer. Moi, depuis que je suis petite, tout me vient en dessin animé, tout me vient en dessin. Mais non, mais tout me vient en rire, tout me vient en. Je vois un truc et je vois la situation comique. Je vois le comique dans une situation, ça me met tout de suite dans ma tête. Je fais pas d'effort, je fais rien. Je suis née comme ça, j'ai été faite comme ça. Je tiens de mon père, c'est comme ça, voilà. J'ai envie d'être dans votre tête quelques heures avant l'ablation du sein. Ah oui, ça c'est une super question. Je lui ai dit au revoir. J'ai dit au revoir à mon sein. J'arrive au bloc et je regarde, je fais ça et je dis au revoir. Et je me mets à pleurer, je dis au revoir, on a vécu des beaux trucs ensemble. J'étais au bloc. Et, donc vous faites des vannes en pleurant. Et je pleure et je me souviens et je me mets à pleurer. Une infirmière qui arrive et qui me voit et puis elle me dit bon, et vous étiez où vos dernières vacances? Et dans ma tête, je me dis mais complètement con. Là, je suis en train de pleurer sur mon sein. Je vais voir un médecin. Et sinon, ça va? Vous avez pris la douce pour venir? Et en fait, non. J'ai cherché dans ma tête où c'était mes dernières vacances. Au ski. Et je me dis au ski. Elle me dit c'était bien. Ah, c'était super, j'étais au ski. Et je pleure. Et en fait, elle a créé un lien. Alors c'est peut-être aussi des techniques, j'en sais rien, mais c'était pas con du tout. C'est que je me suis mis à parler de mes vacances, j'ai dit au revoir à mon sein, et puis on parlait de vacances, et je suis passée à l'anesthésie, voilà, plus apaisée. Alors la vie après, est-ce qu'on se pose des questions justement sur le rapport intime, je parlais avec les hommes justement. Pensez-vous, pas du tout. Alors déjà le flip, parce que vous avez un gros pansement. Et elle me dit putain, mais quand je vais enlever le pansement, qu'est-ce que je vais voir? J'ai passé les premiers pansements, je vous dis que c'est pas pratique, hein, parce qu'il faut mettre du produit, il faut mettre de la crème, et j'étais comme ça, et je regardais pas ce que je faisais. Donc je sais pas où je me collais le pansement, parce que vous sentez plus rien quand vous allez. Donc je me collais le pansement, je mettais le gros truc par-dessus, et vite je mettais un soutien-gorge. Ne pas regarder. Je vais chez le chirurgien qui comprend, qui est un peu, depuis des années qui me suivait, il voit un peu le profil psychologique, il me dit va falloir regarder. Il va falloir regarder, c'est votre corps. Et je lui dis, je regarde, mais avec vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Il me dit oui. Et il me dit, regardez. J'ai vu. J'ai vu comme ça, il s'est marré. Il m'a dit,
Oui, c'est un bon début, mais il faudra regarder un peu plus. Mais j'ai vraiment fait ça. Oui, ça y est. Sinon, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je voulais pas voir. Et ça a pris du temps avant de me regarder toute nue, avant de toucher. Bon, là, je lavais, je faisais couler l'eau. Je faisais une espèce de gant, truc, il fallait pas toucher, il fallait pas regarder. Je voulais pas. Donc déjà, ça m'a pris des mois à regarder moi. Après, j'ai montré à 2 copines, Laura et Mélo. Il faut voir ton sein, allez Delphes, vas-y, montre. Et donc, j'enlève la robe, je fais ah ouais. En fait, ils étaient vachement beaux. Regarde le sein pas refait. En fait, t'avais des super beaux seins. Et je dis ouais, non, enfin, t'es bon, regarde les 2 là. Bon, ça passe, hein. Elles sont cash. Je fais, non, ça passe. Bon, préviens le mec avant quand même. Mais je riais. Alors le premier. Ah bah là, moi je suis pas courageuse du tout. Je suis pas une aventurière en amour. Comment vous dire, n'étant pas une aventurière, j'ai demandé à un ami. Voilà, l'appel à un ami. Oh bah ouais, voilà, génial. Donc au resto, il était avec un pote et il dit, je me demandais un truc, ça peut te paraître étrange. Il me dit oui quoi. T'as le droit de refuser. J'ai la fille sympa. Est-ce que tu voudrais pas coucher avec moi? Hein? Le mec, il se décompose. Le mec. Regarde, non, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Tu sais que j'ai envie d'applaudir. Pourquoi? Parce que je vous vois sur scène. Hein. Vous y avez pensé? Bah oui, je vous dirai après. On y a pensé, évidemment qu'on y a pensé. Sur scène, l'en raconter parce que on m'avait autorisé à rire, donc du coup. Bah lui, il n'a pas rigolé du tout. Hein. Continue à manger, il fait comme si. Il m'a pas répondu sur le moment là. Je me dis, que j'aurais jamais dû. Puis je lui dis, ouais, mais c'est pas grave si tu veux. Après, c'est pas grave si tu veux pas. Il me répond plusieurs jours. D'accord. Plusieurs jours après. Donc je dis d'accord. Putain, quoi? Est-ce qu'il me dit d'accord? Je dis d'accord. Sexuellement parlant? Oui. Bon, je vous dis pas la scène, mais alors le truc hyper romantique. Non mais bon bah quand on y va, hein, quand faut y aller, faut y aller. Hein, oh l'horreur. Ça m'assure. Bah déjà, je dis. Donc, je me déshabille, puis je regarde, genre, moi, je dis, putain, et il regarde, sa réaction. Et je lui dis, non, bon, allez, c'est pas l'histoire d'amour, truc, vas-y, ça fait quoi? Dis-moi, ça fait quoi? Il me dit, non, mais ça va. Il me dit, c'est pas, il me dit, oh, de toute façon, la plupart des nanas ont pas les mêmes seins. Ok, bon, je vais dire, c'est pas hyper bon. Je dis, mais ça empêche de bander ou pas? C'est ça que ça. Non, mais. On va se focaliser sur autre chose. Moi, je lui dis, mais dis-moi franchement, je garde pour les fois où ça sera un peu plus romantique, je garde mon soutien-gorge, je mets un truc. Il me dit, bah, tu verras, mais ouais, achète-toi de la belle lingerie. Donc, et après, bon, bah, on y va. C'est pas romantique du tout. Hein. C'était tendre, c'était bien, mais alors, voilà, c'était fait. Ça, c'est fait. Je te remercie. Au revoir, à bientôt. Et... Ben, encore, ça m'a rassurée, encore une fois, exactement comme le cancer, c'est que ça. Mais qu'est-ce que je me prends le citron? Voilà, c'est ça aussi qui est, quand je disais tout à l'heure que le cancer est une chance, c'est que je vais découvrir des forces et des émotions et des aptitudes chez moi que je ne pensais pas avoir. Elles étaient là, mais je ne savais pas qu'elles étaient là. Alors ce livre, c'est extraordinaire. Bon, d'abord, il est extrêmement précieux. Je le tiens comme quelque chose de très précieux. Avant, j'avais 2 seins, donc le titre dit tout. Et j'ai été bouleversé, à la fois parce que ça parle de choses graves, parce qu'on parle de peur et on parle de la mort, et à la fois parce qu'on rit. Je ris en le lisant, mais je n'osais pas rire en face de vous, et donc à un moment donné, vous m'avez libéré. Et ça va être adapté au cinéma. Mais c'est drôle, parce que avant de parler de cinéma, j'ai reçu des mots de gens qui m'ont dit « J'ose pas te dire que j'ai ri ». Ah, mais je t'en supplie, ose me dire que tu as ri. Je l'ai fait pour ça. Et le cinéma, ça a été acheté, donc les droits ont été achetés par une boîte de prod et on commence à travailler maintenant pour une adaptation d'un long métrage, voilà. Qui sera donc une comédie dramatique, comme on dit? Comme on dit, une comédie dramatique, j'espère. En tout cas, moi c'est mon intention, oui. Oui, de rire, oui, de rire. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, je me considère comme guérie, je me considère comme une guérie super suivie. Je vois des médecins tous les 3-4 mois, j'ai des examens tous les 3-4 mois. Et je vis avec, et je vis super bien avec. On va recevoir 2 personnes importantes pour vous. Bah, super importantes. Une amie et votre maman. Et ma petite maman. Et qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre histoire? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quand j'étais petite,
on m'apprenait à nager à la piscine municipale de Suresnes. Et on nous apprenait à nager, on nous mettait des ceintures en liège dans l'eau. Il y avait une grosse maître nageuse qui s'appelait Françoise, qui était un gros truc, comme ça, qui mettait une grande perche et on s'accrochait à la perche pour apprendre à nager. Donc on était en sécurité, il y avait la perche, il y avait les trucs en liège qui remontaient jusque-là. Et je me souviens d'un jour, j'arrive, elle me met pas la ceinture en liège, je vois pas de perche, et sans que je ne vois rien du tout, elle me balance, un gros truc, Françoise, je dois avoir 5 ans, elle me balance au milieu du grand bassin. Et là, je me dis, je vais mourir, je vais couler, je vais mourir. Et elle me dit, reviens au bord. Et va au bord, nage au bord. Et dans ma tête, je dis, mais je sais pas nager. Et elle savait que je savais nager, que j'étais capable, sinon on l'aurait pas fait, j'étais pas complètement débile. Et je me dis, mais je ne vais pas y arriver. Je me vois couler et je pleurais, j'ai appelé ma mère, je pleurais. Et je nage jusqu'au bord. Et je me souviens du moment où j'ai mis mes mains sur le bord et je vois ce que j'ai fait. J'ai 5 ans. Et je me dis, ah mais c'est que ça. Donc en fait, qu'est-ce que j'avais dans ma tête ? Ce qui m'a fait le plus peur finalement. C'est l'idée. Et ben le cancer, c'est pas un peu, c'est que ça, mais il y a ça aussi. Au milieu dans le grand bassin, il y a le bord. Et ben faut aller au bord et on y va au bord. Et après on se dit, ah ouais. Ah bah j'étais capable, je pouvais. Qu'est-ce que je m'étais imaginé délire que c'était pas possible. Et ça c'est un truc très, enfin pour moi, hein, j'ai pas, c'est un truc très très fort, ouais. Merci pour la confiance. Ah bah, merci à vous, hein. Merci à vous. Hein. On va les recevoir ? Ouais. Pour moi, ces vies restent des énigmes. Lorsque mes invités, comme Delphine, racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir facilement. Maman, ma Didine, ma petite maman. Ça va bien ? Un mystère demeure, comment faire pour surmonter le pire ? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter les proches de Delphine. Joël, Delphine, François, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous servir. Alors Il y a moi, du je vais jus de à côté fraise, de jus toi. de pomme. Super. Delphine, ça vous fait quoi ? Ça vous fait bizarre ? Qu'est-ce que là ? Ça me... Françoise ? Oui, ça m'émeut beaucoup. Merci. Ça m'émeut beaucoup, beaucoup. Ma petite maman, d'être à côté de ma petite maman si formidable. Je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma petite maman. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vais arrêter de dire ma petite maman, ma grande maman, ma maman. Je dois beaucoup. Je dois aussi beaucoup à Joël Goron, qui est quelqu'un d'une richesse. Mais vas-y. Et voilà, super. Et qui super vous connaît richesse. depuis l'âge de 4 ans, je Qui me crois. connaît. 4 Mais ans. j'étais copine avec son fils. Voilà. Bon, on va en parler dans un instant, mais je voulais vous dire quand même que je viens de passer un moment très spécial. Puisqu'en fait, je savais qu'on allait parler du cancer et j'avais une sorte Oui. de tristesse, d'empathie, de douleur, en fait, avant de rencontrer Delphine. Et puis, elle a commencé à... Bon, ça, on a démarré avec de l'émotion, mais à un moment donné, j'avais l'impression de voir Muriel Robin sur scène et je n'osais pas rire. Parce qu'on se connaissait pas, je n'osais Oui. pas rire. Elle m'a donné un peu le droit de rigoler. Et à la fin, c'était surréaliste. Je la voyais sur scène. J'espère qu'elle sera sur scène un jour. Et ce livre est hallucinant. Je pense que c'est une première mondiale. Avant, j'avais 2 seins. Donc Oui. déjà, le titre... Il est beau, dit tout. hein. Le titre dit tout. Mm. Et c'est vrai que toutes les épreuves qu'elle raconte une, par le détail, on voit bien qu'elle pose son regard sur le réel de manière très spéciale. Et donc, du coup, ça permet d'entendre ça et avec une conclusion formidable en disant ça me rappelle quand j'étais petite qu'on m'a jeté dans le grand bain et j'ai cru que j'allais mourir et finalement je suis arrivé jusqu'au bord et je pensais pas que je pouvais faire ça. Et c'est un peu la conclusion. C'est pour résumer ce qu'on s'est raconté. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. C'est une des personnes les plus drôles que je connaisse. Et depuis qu'elle est petite, c'est vrai qu'elle me raconte des choses, elle me téléphone, elle me raconte la vie, des trucs qu'elle a vus et tout. Et à chaque fois, c'est toujours pertinent et je me dis, ouais, c'est bien vrai, c'est bien comme ça. Mais et c'est cette drôle. qualité de dans votre drôlerie. bouche, c'est drôle parce que Joël Goron, moi je suis fan de vous depuis que je vous ai vu à la télévision à l'époque de Froufrou. Et donc c'est ça que je vois chez vous. Donc dans votre bouche, ça a drôlement de poids en fait. Ce que vous êtes. Mais je trouve qu'elle a ce truc qui est très rare, à la fois d'être une personne, aussi bien quand elle est en colère que quand elle dit des choses. C'est vrai et ça correspond à... C'est hors cliché totalement, c'est pas dans les modes. Et chaque fois, ça me fait un plaisir de me dire... Je la connais depuis qu'elle a 4 ans, mais depuis qu'elle a 4 ans,
J'aime cette personne. Voilà. J'aime cette personne. Ce n'est pas normalement, vous savez, on n'a pas le même âge. J'ai 73 ans, elle en a comme mon fils. Ils étaient tous les deux à l'école maternelle. Et tout de suite, j'ai repéré cette petite fille. Et elle est devenue votre amie. Elle est devenue mon amie, ce qui est un truc très bizarre. Même ma propre fille m'a dit un jour, mais comment tu peux être amie avec Delphine, vous n'avez pas le même âge? Eh ben oui. On n'a pas le même âge, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa grand-mère, je ne suis rien du tout. Et je vais vous dire un truc, j'aurais adoré qu'elle épouse mon fils. Voilà. Moi aussi, Et elle moi l'a pas aussi. fait. Eh bien, justement. J'aurais pas voulu ton fils, moi. Je l'adore, mais pas un mari. Voilà. Bon, et en même temps, quand je vous ai vu arriver, vous aviez les larmes aux yeux. Oui, parce qu'elle est bouleversante. Elle est bouleversante dans son courage. Elle est l'anti-gnangnan. Elle est l'anti-pathos. On dit cancer. Voilà, on se dit, vous avez la fille avec son cancer et tout. C'est pas ça. Et ça n'empêche pas la gravité. Ça n'empêche pas cette chose épouvantable qui lui est arrivée et qui, moi, m'a bouleversée. Mais sa façon de prendre les choses, sa façon de voir la vie, elle est la vie. Elle est la vie. Et moi, il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la vie aussi. Donc voilà. Ben, je suis très, 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 très touchée. Je vais pas pleurer. Très, très, très. De toute façon, t'es très, très, très. Je suis très, 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 mais je suis la vie et je vois la vie parce que je vais me répéter, j'ai eu une grande chance. J'ai eu une grande chance dans ma vie. C'est d'avoir eu les parents que j'ai eus. Alors, c'est un moment particulier, François, parce que, effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps C'est un moment difficile, oui. que le papa est parti. Ouais. J'ai des parents très différents, mais avec en commun d'être dans la vie, de façon très différente. Mon père était très fantasque, voire un peu dingo par moment, mais dans un Drôlissime. Drôlissime, à bouffer la vie. C'est un homme. Et lui aussi, il a traversé ses cancers en bouffant la vie. Et ma mère est dans la vie de façon pas fantasque, de façon beaucoup plus terrienne, mais avec un amour de la vie et une capacité à vivre et à aimer la vie. Voilà, je veux dire, non, mais je veux dire. Non, François, est-ce que c'est fait d'entendre ça dans la bouche de sa fille? Oui, ben, c'est adorable. Voilà. Je ne veux pas être juge. Elle a ressenti ça. Quand on a plusieurs enfants, on ne sait pas toujours quelle mère on a été. On n'est pas forcément la même mère pour tous ses enfants. Trois filles. J'ai 3 Elle filles. est celle du milieu. Oui, elle est celle du milieu. Elle est la fille qu'on peut rêver. Je ne vais pas dire le contraire. Hein, depuis qu'elle est née. Pourquoi? Parce qu'elle me convient parfaitement. Et puis qu'elle est très facile. Oui, C'est une fille facile. Elle est facile. Elle a été très facile. Elle est facile. Mais ce que je veux dire, c'est que alors là, c'est de l'injustice à la naissance. Je fais pas d'efforts. Il y a des gens, je pense, qui sont comme ça pour qui la vie est facile et pour d'autres, ça l'est moins. C'est l'injustice, c'est injuste, c'est comme ça. Alors Françoise, quand elle a raconté l'annonce, quand elle découvre cette maladie, la première pensée qu'elle a, c'est « je veux pas l'annoncer à mes parents ». Oui. C'est la première pensée, c'est-à-dire qu'elle pense pas à sa souffrance, elle pense à la souffrance qu'elle Parce risque que de vous infliger. c'est elle qui est, elle est tournée vers les autres. Donc sa peine à elle, c'était de nous faire de la peine à ce moment. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très, très bien. Je me rappelle l'horreur. C'était un choc terrible. Tous les deux, nous avons eu la même réaction. Pas elle, mais nous. Est-ce qu'on peut faire un pacte avec le diable et faire en sorte que ce soit pas elle, mais nous? C'est pas dans l'ordre des choses. Mais c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas dans l'ordre des choses. Et le pacte avec le diable, ça se passe pas toujours ça se passe pas toujours comme on voudrait. Maman, il faut que je te dise que le diable n'existe pas. Mais voilà, le diable. Mais j'aurais bien aimé qu'il existe à ce moment-là. Et l'autre non plus n'existe pas, donc bon, ça va pas être pratique. Hein. Oui, voilà. Donc. Et la particularité, c'est que vous aviez vous-même connu cette maladie, oui. et vous êtes biologiste et donc chercheur en cancérologie. Oui. Donc ça veut dire que vous connaissez le domaine. Mais ça ne facilitait pas les choses. Hein. Ça ne facilitait pas les choses parce que je pense qu'elle a eu besoin de rentrer dans son histoire. Et c'était son histoire, ce cancer. C'était pas mon histoire. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, tiens, la maman va lui présenter des médecins, doit avoir un carnet d'adresses, et elle refuse. Complètement. Et ça c'était une grande source d'inquiétude. Parce que je ne savais pas sur qui elle allait tomber. Donc je surveillais d'un œil quand même. Des deux, deux yeux, des pieds, des mains, des genoux. Elle ne vous laissera rien passer, hein, vous l'avez compris. Donc, ma mère est une tour de contrôle. Hein. C'est pas un truc de vision qui tourne, elle voit tout le temps. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc, comment on vit ça quand on sait qu'on a la possibilité d'aider, mais qu'on vous demande de ne pas le faire? C'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se taire.
Hein, ce qui n'est pas trop Votre nature. ma nature. Et comment est-ce que vous avez vécu les différentes étapes? Je les ai vécues avec elle, je les ai vécues derrière elle, je les ai vécues en parallèle. J'ai très 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 mal vécu une de ces opérations où je me suis arc-boutée. Je ne sais pas si Delphine est au courant d'ailleurs. Mais, Si, parce que c'est un virus. Oui. Oui, alors j'ai prévenu mon chirurgien, je lui avais dit, il se peut que vous receviez un coup de fil de ma mère. Donc comme il dit, il est super cool, je dis, soyez gentil, gérez bien, elle va vous appeler pour vous dire qu'il ne faut pas m'opérer. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Donc tu l'as appelé? Non, Ah. pas lui, mais j'ai appelé quelqu'un d'autre. J'ai appelé quelqu'un d'autre pour qu'il l'appelle. Et il l'a pas fait. Très bien. Ce qui est Non mais vous d'avoir- comprenez pourquoi je veux être dans des trucs où là, un petit peu éloigné, c'est-à-dire qu'elle va appeler, Mais oui et non. elle parce va que- appeler mais oui et non, parce le que médecin. c'est là où c'est intéressant, parce que on aurait pu imaginer le contraire, se dire, ben voilà, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui te connaît, Oui, c'est les ça. bonnes personnes, etc. Et vous avez choisi toute seule. Est-ce que vous avez fait l'erreur à ne pas faire, qui consiste à aller voir sur Internet? Ah oui, alors ça c'est alors. Conseil, je suis pas dans le genre conseil parce que je pense que ça sert à Chacun vit rien. son expérience. Mais alors j'en ai un à faire. Si on vous annonce que vous avez un cancer, n'allez pas sur Internet. Donc moi j'ai tapé la taille de ma tumeur, tous les trucs, et puis ils font des tableaux, petit tableau Excel. J'avais 5 ans à vivre maximum. J'ai passé la nuit entière à pleurer de ce que j'avais vu sur Internet. J'ai appelé un médecin le lendemain en lui disant je vais mourir dans 5 ans. Il m'a dit oui, on va en parler, venez. Et il m'a dit, n'allez jamais plus sur Internet, c'est un ramassis de débilité, de conneries, parce que tout c'est par principe, c'est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas faire ça, parce que c'est n'importe quoi ce qui est marqué. Et je ne l'ai plus jamais fait et c'est très très bien. Voilà, il ne faut pas le faire. Je mettrai un petit bémol à ce que tu dis. Il y a des sites qui sont gérés très très bien. Le problème, c'est qu'on tombe pas sur ces sites tout de suite. C'est quoi les bons sites? Alors, il y a les sites de l'INCa, par exemple, l'Institut national du cancer. Les informations qui sont données sont très correctes. Et le fait qu'elles doivent renoncer à la maternité, par exemple, c'était un passage difficile? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça a été une souffrance pour elle, oui. Mais un peu pour toi aussi. Une souffrance pour moi de savoir que tu allais en souffrir. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, Et elle a beaucoup, là aussi, elle a décidé de faire rire, puisqu'elle raconte la cicatrice, l'ablation, comment elle va le montrer à des copines. Et vous avez dit comment je vais montrer à maman. après, Vous avez très souvenir tardivement. Elle voulait pas que je regarde et j'ai fait comme tous les médecins qui l'ont entourée. Je suis pas médecin, mais tous les médecins qui l'ont entourée ou les infirmiers. Quand elle m'a montré, je dis mais c'est magnifique. Alors ça, c'est un truc qui est absolument génial. C'est ce que je Vous mets... verrez, parce que là, Non, mais elle a là- le sens de l'autodérision. Non, mais c'est un truc absolument génial, c'est que quand, je ne sais pas, à chaque fois que vous montrez votre sein à un médecin ou à une personne du corps médical, fait oh, ce que c'est, oh là là, ce que c'est beau. On a l'impression qu'il s'extasie sur un truc absolument extraordinaire. Et c'est ce que je mets dans le livre. Vous avez l'impression, vous savez, qu'il y a un enfant de 5 ans qui fait un dessin et tu dis qu'il est beau ton bateau. Il te dit non, c'est une maison. Quelle est belle ta maison, mais quelle est belle. Et c'est un peu méthode quiz, c'est un peu télétubbies. Ils doivent s'imaginer. Je sais pas, c'est peut-être partie du protocole. Oh, c'est beau. Hein. Ah non, vraiment, c'est beau. Je lui dis mais ta femme revient avec ça. Tu vas lui dire oh chérie. Ah, vraiment, c'est bien mieux qu'avant, hein. On a bien fait. Et je ne sais pas si ça fait partie de leur truc qu'on leur apprend, mais à un moment, je suis dit, non, mais arrêtez les gars, là, c'est bon, c'est moi, j'ai vu, on va se détendre, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas beau. Non, c'est pas beau, c'est pas vrai. C'est pas que c'est beau ou c'est pas beau, c'est qu'on s'attend à quelque chose de tellement moche qu'on trouve que le résultat est vraiment très très réussi. Voilà. Bah oui. Je vais pas vous montrer mes seins, parce que bon, quand même, mais... L'opération est réussie. Joël, vous êtes une amie proche et c'est vrai que quand ça arrive dans une famille ou quand ça arrive à un ami, on ne sait pas bien quoi dire ou quoi faire et on se demande toujours ce qu'on peut apporter. Comment vous avez géré cette situation? Ben, j'ai pas géré consciemment du tout. J'ai fait avec, c'est-à-dire dans un premier temps. Et puis, il y a un moment, je lui ai dit, mais tu prends des notes. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, tu vis un truc absolument incroyable, là, mais la façon que tu as de voir les choses. Prends des notes, prends des notes. Et puis, elle prenait des notes. Et puis, elle m'a montré des notes. Et puis, je lui ai dit, mais ça suffit pas, on va faire quelque chose avec ça. Elle me dit, on fait quoi avec un cancer? Ben, je lui dis, on peut écrire un livre. Elle me dit, mais j'ai pas de fil conducteur. Alors, elle m'emmerde avec ce truc pendant au moins 3 semaines en me disant, il n'y a pas de fil rouge. Je lui dis, mais ça veut dire quoi, un fil rouge? T'as une histoire incroyable. T'as au jour le jour des choses
avec ta façon et tout. Et puis elle renaclait, hein, parce qu'elle Oh, elle peut renacler. oui, elle renaclait, elle avait d'autres problèmes, elle avait d'autres soucis. Incroyable. Bon, et puis un jour, je lui ai dit, bah, écoute, si tu viens pas dans la semaine avec 1 ou 2 feuillets, au moins d'un truc, et je me souviens, un des premiers, c'est la machine à laver. De les voir autour de la machine à laver le linge, et qu'elle annonce ça, je lui dis, là, ça y est, là, c'est ça, Delphine. C'est quand vous, Françoise, vous êtes avec le paquet de linge. Voilà. Ah oui, Donc on a la scène. je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est une scène de film. Et c'est comme ça qu'elle a fait cette chose. Et moi, j'avais l'impression que ce truc qu'elle disait était important pour elle. Et quand elle l'a eu fini, ben, j'étais très contente. Parce que je me suis dit, elle a mené quelque chose au bout. Et ce cancer, je dirais pas que c'était... Si, c'est une chance. Elle le dit comme ça. Mais sur- Elle a le droit de le dire. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Mais d'avoir réussi, grâce à ça, de sortir ce qu'elle avait d'elle-même, et sans compter ce que je pense que ça peut apporter aux gens, et ça existe, et elle l'a fait. Et ça n'occulte pas ni la souffrance, ni la douleur. Voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup de situations avec un regard particulier. Elle dit depuis qu'elle est petite, de toute façon, elle voit la vie comme un dessin animé. Mais c'est vrai. Exactement, c'est ça. C'est le dessin animé. Alors, Françoise, quand les parents lisent ce livre, Ah qu'est-ce ben, qu'ils quand les ressentent parents lisent le livre, ils lisent chacun un exemplaire pendant la nuit et ils pleurent et ils rient. Ah oui, ça doit être bouleversant, ça. Oui. Et ça, je lui ai dit tout de suite, on a beaucoup pleuré, mais on a aussi beaucoup ri. Et on était, apaisés par ce rire. Et donc ce livre existe. Il y a un film qui est en préparation, parce qu'effectivement ça peut toucher encore plus de gens, puisqu'on le sait, beaucoup de gens sont concernés. C'est quand même une manière très particulière de parler de ça, de ce que tellement de gens vivent. Oui. Et au fond, qu'est-ce que l'histoire de Delphine nous raconte Elle nous raconte la vie, la sincérité, comment il faut prendre les choses. C'est absolument pas moralisateur, hein, c'est le contraire, c'est pas une leçon Pas de de vie non plus. conseils, c'est voilà mon Voilà, expérience. c'est voilà ce qui peut arriver à beaucoup d'entre nous. Et ben voilà, il y a des gens qui le prennent comme ça, et tous les corps de métier, même qu'elle rencontre, que ce soit les infirmières, je trouve qu'elle fait des portraits ou des choses où, si ça nous arrivait, moi je ferais comment? Moi, je me souviens quand je prenais rendez-vous chez l'oncologue, j'appelle et je demande je lui dis, est-ce que je peux venir vendredi 13? Et la nana me dit, ah ben non, hein, pas vendredi 13, hein. Ben, je lui dis, ben, pourquoi il consulte pas? Ah ben si, hein, mais ça porte malheur. Et je lui dis, mais c'est pas grave, je vais prendre vendredi 13. Puis je lui dis, puis en termes de mauvaises nouvelles, ça va, j'ai eu mon compte. Ah ben ça peut toujours être pire, hein, me dit la nana. Et quand l'oncologue a lu ça, il m'a dit, mais c'est pas vrai, elle vous a pas dit ça. Je lui dis, bah si, il me dit, oh là là. Je dis, j'étais sûre, si vous le saviez, vous allez la tuer, Il me dit, ah oui, ça, je vais lui dire qu'on dit pas aux patients qui ont un cancer que ça peut encore être pire. Non, ça. Donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter, toutes ces situations. Et puis, c'est troublant. Ce qui était troublant, moi je me souviens de gens qui connaissaient Delphine, qui savaient que je la voyais et que je la connaissais bien, qui me disaient, alors c'est vrai qu'elle a un cancer? Bon, ben déjà oui, c'est vrai. Et puis qui savaient absolument, on voyait qu'ils savent pas du tout. Et elle prend ça comment? Elle prend pas ça bien. Hein. Qu'est-ce qu'elle se marre? Et c'est très bizarre ce que ça déclenche. Oui, alors, On voit à nos propres le peurs, rire peut être dérangeant parce que j'ai entendu une fois, me dit, Oui. mais t'as un faux cancer. Oui. Ben, je dis oui, je l'ai acheté à 20 en même temps dans mon sac. Moi, on m'a demandé si elle avait un vrai cancer. Et c'est bizarre, cette espèce de truc. Et je trouve que le livre peut, justement... C'est pas un conte de fées, hein. Elle raconte pas un conte de fées, mais elle raconte une certaine vérité qui, je pense, peut apporter beaucoup de choses. Mais je pense que le fait de dire qu'elle travaille, par exemple, Oui. ça peut apporter aux gens qui s'imaginent qu'il faut tout arrêter. Parce que Oui. moi, je connais des patients qui, pendant 1 an, ont mis leur vie entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on ont tout arrêté. Moi, je trouve que c'est formidable. Ça aussi, ça peut leur dire, ben non, on peut, bon, on est fatigué par moment, mais on peut continuer à travailler. Ce qu'elle a expliqué, au C'est pas fond, une ça leçon aide de à morale, penser à autre mais chose parfois. c'est, oui, on en fait quelque chose. C'est Oui, mais là positif. encore une fois, chacun. Oui, c'est on toute peut pas- la vie, on peut pas c'est toute généraliser, la vie, on peut chacun fait comme il peut. Avec ce qu'il a, avec ce qu'il est, il faut faire attention à ça. Moi, j'avais tendance avant à être je juge un peu vite, et je crois que je juge un peu moins vite maintenant. On n'est pas armés tous de la même c'est façon, sûr. on n'est pas équipés tous de Ouais, la même façon. c'est vrai. On fait avec son équipement, on fait avec ses armes, et tout le monde fait comme il peut, à la hauteur de ce qu'il peut. C'est pas grave, voilà.
Bon, moi, Elle a écrit quelque chose que moi je partage complètement, c'est que le milieu hospitalier n'est pas forcément tragique. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens, par exemple les salles d'attente. Il y a des gens qui disent « Comment vous pouvez aller dans les salles d'attente d'un centre de lutte contre le cancer ?» Mais on apprend des choses formidables dans les salles d'attente. Les gens se mêlent, les gens se parlent, des gens qui ne se sont jamais parlé se parlent. Il peut se passer des choses. Et ça, tu l'as ressenti de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de beau, il n'y a plus de moche, il n'y a plus de riche, Voilà, il n'y a plus de pauvre, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'intelligence. Il y a quoi? C'est que des gens qui L'humain, sont unis par la maladie, par la peur de mourir. Je rencontre une nana qui... Elle m'a émue. Donc 35 ans, elle devait se marier en juin. Donc autant vous dire qu'elle avait la robe de mariée, qu'elle avait fait les invitations, qu'elle avait la salle réservée, qu'elle avait tout. On lui décèle le cancer, je ne sais pas, en octobre ou novembre. On lui enlève le sein en janvier. Le futur mari avec qui elle vivait depuis 5 ans, non seulement se barre, mais change de numéro de téléphone, histoire qu'elle ne puisse pas le téléphoner. Et on s'est mis, elle me l'a pas raconté tout de suite, donc on s'est mis à parler. Et on se racontait, c'est un espace où on se parle d'histoire, on sait qu'on peut se raconter ça, elle n'allait pas le raconter partout. Il y a une joie de vivre, de l'amour, et qui fait qu'on dit des choses qu'on ne dira pas ailleurs, et qu'il y a un soutien, une solidarité, parce que ce sont des gens qui sont dans le même cas que vous. Moi, je suis ravi, évidemment, d'entendre ça. Je suis ravi de vous rencontrer et que vous me présentez des gens importants pour vous. Alors, je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi. Ils sont très, très à l'écoute de la société dans laquelle on vit, assez en colère quand on voit les inégalités, les injustices. Mais alors, ils me plaisent beaucoup parce qu'ils s'intéressent aux solutions. Donc, je vais voir où on en est parce que c'est eux qui préparent à déjeuner. Et je vous laisse un petit moment entre vous. On se retrouve juste après. Ça vous va? Super. Ok, à tout de suite. Alors, les petits amis, toi, tu vas me couper des petits dés de cheddar. Toi, tu vas me couper l'ananas. Alors, tu coupes le côté là. Après, tu le mets comme ça. Clic, 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 clic pour couper. Salut. Ça picouille. Hein. Salut. Ça va? Bonjour. Oui, et toi? Il va pas se couper les doigts, le petit? Mais non, on te dit, je me le surveille. Ne me dis pas n'importe quoi. Ça va? Salut, Fred. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite soupe avec des champignons. D'accord. Et des petits gésiers que je vais faire revenir. C'est sympa, hein? Non, bah, Hein? Ça te va, ça? t'as vu le petit jardin extérieur? En plus, pas trop grand à entretenir. C'est très joli. De quoi on va parler? Eh bien, qui n'a jamais rêvé de rentrer dans un magasin et de prendre ce qu'il avait besoin, mais ce qu'il avait besoin réellement sans avoir à payer? Ça existe, ça? Eh bien, ça existe grâce à une femme et grâce à d'autres personnes qui créent ce qu'on appelle des magasins gratuits. C'est-à-dire que tout est gratuit. On peut prendre ce qu'on veut et on peut même donner. Ah, c'est formidable. Génial. Les magasins gratuits. Ça, je demande à voir. Bon, alors, au boulot, là. Ah oui, il y a ça. Ça va pas se faire tout seul. Par hein, contre, qu'est-ce que vous croyez là? Beaucoup des trous et des œufs. Si je commence à découper tout l'ananas, c'est Ah oui, alors...